Alors, bonjour. On m'a demandé de parler de comment faire face au regard des autres dans les malformations de la tête et du cou. Donc, je suis la présidente de l'association ANA. Je vais essayer de répondre à cette question que se posent les enfants qui sont atteints d'une différence physique, qui est concrètement, comment est-ce que je fais quand on me dévisage, quand on me pose une question indiscrète, quand on se moque de moi. Alors pour vous expliquer tout ça, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut que je présente qui nous sommes, l'association ANA, parce que voilà, quelle légitimité on a eu de s'emparer de ce sujet qui est sensible. Ça me paraît être un point important. Alors je vais passer un peu rapidement sur certaines slides parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis que Pierre va aborder peut-être les sujets un petit peu plus généraux et un peu plus philosophiques sur ces questions. Alors, qui sommes-nous ? Vous allez avoir du mal à nous voir, oui. Bon, il faut que vous sachiez qu'en fait, on vient de 3 univers. On est une association un peu particulière. Notre vocation, c'est de trouver des outils pour répondre et trouver des outils concrets pour les enfants et les associations de malades. Et puis les professionnels également. On est, au sein de cette association, vous avez des professionnels, des médecins, des psychologues, des personnes qui interviennent auprès d'enfants atypiques, mais on a également des familles concernées. Par exemple, dans la salle, on a Anna Ndouebi, qui une maman qui est concernée tous les jours et donc qui nous permet de réajuster un peu les outils qu'on élabore. Et puis on a également 2 créatifs qui sont finalement des gens qui ne sont pas concernés par le handicap, et c'est aussi intéressant parce que de temps en temps ils nous remettent un peu les pieds sur terre en disant il faut peut-être être un peu plus concret. Voilà. Alors, on s'appuie également sur des groupes de personnes concernées, en particulier le groupe des aînés, qui est, dont Pierre, je pense, vous parlera tout à l'heure. C'est un groupe de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, qui ont fait face, qui ont pris leur grand choix de vie et qui sont là, pas pour régler leurs problèmes, mais pour aider les familles et en particulier pour être en contact avec les chercheurs qui travaillent là-dessus. Voilà. On travaille également au niveau international, puisqu'on est connecté au niveau international. Moi, on m'a demandé d'être responsable de l'équipe psychosociale. Alors ça, c'est sur le nervus géant congénital, mais ça permet de mutualiser ce qui se passe dans le monde entier, et c'est quand même assez intéressant. Dernier point qu'il faut que vous sachiez avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que je suis moi-même atteinte d'un nervus géant congénital, donc j'ai la vision à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Merci à Juliana Youssef de me prêter sa photo parce que c'est quand même, j'ai à peu près le même nervus qu'elle, et c'est quand même plus plaisant pour vous d'avoir Juliana sur l'écran que moi. Et puis le temps de cet exposé, ça va me permettre de rivaliser avec Claudia Schiffer, donc je ne boude pas mon plaisir. Voilà. Bon. Alors maintenant, je crois que pour vous expliquer mon exposé, il faut quand même qu'on rentre un peu sur les parties un peu théoriques, parce que je vais essayer de vous faire comprendre la démarche intellectuelle qu'on a suivie au sein d'ANA, et je vais partir déjà de cette définition. Alors je sais qu'elle va faire grincer des dents dans l'Assemblée, parce qu'on l'a déjà testé. Le terme de handicap esthétique, finalement, il n'était pas... c'est finalement Pierre Vabre, qui fait partie de l'association, qui est vice-président et qui est professeur de dermatopédiatrique, qui a posé cette définition. Pourquoi moi je la trouve intéressante ? Je la trouve intéressante parce que, on va la reprendre, le handicap esthétique correspond à toute différence morphologique visible, y compris lorsqu'elle est habituellement dissimulée au regard, entraînant chez la personne qui en est atteinte une limitation de son bien-être en société du simple fait de sa visibilité, même si elle n'entraîne pas d'autres conséquences. Qu'est-ce que j'aime dans cette définition ? Cette définition, elle me laisse libre, moi qui suis atteinte, de savoir est-ce que c'est un handicap esthétique ou pas. Et à certains moments de ma vie, ça en sera un, à partir du moment où, à mon avis, le point qui est important, c'est est-ce qu'il limite mon bien-être en société ? Si oui, alors je peux considérer que c'est un handicap esthétique. Sinon, alors peut-être qu'il ne faut pas que je m'apesantisse trop dessus. Et c'est justement une des questions au fur et à mesure de notre réflexion au sein de l'association ANA. Ça a été de nous dire, attention, le sujet est quand même sensible, ne créons pas des problèmes là où ils ne sont pas. Quand vous avez des enfants ou des personnes concernées qui finalement le gèrent très bien, qui n'ont aucune limitation dans leur vie sociale, alors peut-être qu'il ne faut pas creuser trop là et les laisser gérer. Ils ont trouvé leur système de défense, leur équilibre, et surtout n'allons pas les déstabiliser. C'est vraiment un point auquel je tiens. Et finalement, cette définition, elle me donne cette liberté. Et vous verrez qu'au sein des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est peut-être un moyen d'avoir un garde-fou et de se dire on peut pas proposer ça à tout le monde. Il faut vraiment qu'on sache à qui on propose ces ateliers ou à qui on propose ces outils. Voilà. Donc ça, mais
Je tiens également à dire que toutes les réflexions qu'on a au sein d'ANA, on n'a pas la prétention de répondre à toutes les interrogations, on n'a pas la prétention non plus d'avoir trouvé toutes les solutions. Il faut rester très très humble sur ce sujet sensible. On vous propose des idées, on vous propose nos réflexions. Maintenant, on comprend tout à fait que vous n'adhériez pas ou que ça ne correspond pas à tout le monde. Et plus on sera nombreux à se saisir du sujet, plus on aura des chances de trouver des outils utiles. Donc ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit. Donc moi, je vais vous présenter ce que nous, on a trouvé, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer, on le comprend tout à fait. Alors, les deux difficultés à surmonter, ça je pense que c'est une évidence pour vous. Je me permets de les remettre, mais Pierre va le développer. C'est accepter que son image corporelle ne réponde pas à ses aspirations ou à celles de ses parents. Alors ça, je pense que c'est important. On parle beaucoup de la culpabilité des parents, mais parfois on ne parle pas tellement de la culpabilité de l'enfant vis-à-vis du fait qu'il n'a pas répondu aux aspirations de ses parents. Je me permets juste d'insister sur ce point parce que parfois il y a des émissions de télé, et en particulier je me suis mise en pétard il y a 2 semaines sur une émission de télé qui est sortie où on demandait aux parents de raconter le vécu de la naissance de leur enfant. Moi, je veux qu'on me laisse libre de penser que ma naissance a été le plus beau jour de la vie de mes parents. J'ai pas du tout envie de m'entendre que mes parents me racontent ça sur à l'échelon national, sur des plateaux télé. Je crois qu'il faut de temps en temps faire attention à ça. Maintenant, il y a des lieux, et c'est important que les parents puissent parler de ce problème de la naissance, qui est en effet un gros problème et qu'il va falloir s'en saisir, je crois, nous les professionnels. Mais il y a des lieux pour ça. Il y a des cabinets chez les psychologues, il y a des tables, il y a des groupes de parole. C'est important qu'ils puissent l'exprimer, mais pas n'importe où, et de temps en temps, il faut le rappeler. Et puis là, on va surtout parler de faire face aux réactions des autres. Comment est-ce que je gère finalement cette image? Voilà. Alors, ça c'est pareil, c'est une diapo pour vous qui est une évidence. Qu'est-ce que va générer le handicap esthétique? La honte, l'anxiété, la faible estime de soi, la dépression. Ce qui est super intéressant, c'est de se dire que tous les enfants ne vont pas présenter de troubles psychosociaux, et c'est super intéressant. C'est justement le concept de la résilience. Et c'est ce qui a animé l'association ANA, ça a été de se dire, finalement, il faut peut-être qu'on se préoccupe de savoir quels sont les facteurs qui vont favoriser la résilience pour trouver des outils concrets face à ces facteurs, pour les favoriser. Maintenant, on n'a pas la prétention d'avoir trouvé tous les outils, ni toutes les bonnes réponses. Ou peut-être que parfois, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, en fait, on a fait une étude, un peu des articles scientifiques, et on s'est rendu compte que c'est assez surprenant, mais ce n'est pas les facteurs auxquels on pense spontanément. Ce qui est dans l'inconscient collectif, en fait, il ne faut pas tellement s'en préoccuper. Ce n'est pas ceux-là qui vont générer des troubles psychosociaux secondaires. Sévérité de la lésion, visibilité de la lésion, l'âge, le sexe. Voilà, finalement, ce n'est pas ceux-là qui sont premiers, mais c'est plutôt ceux de l'autre colonne. Et ceux-là, ils ont vraiment été identifiés dans des études, et en particulier Thompson et Kent ont fait une revue de littérature assez intéressante, et ils extraient ces facteurs. Et donc, les facteurs qui sont intéressants à prendre en compte, c'est la perception de sa différence physique par soi-même ou par les autres. Les expériences de stigmatisation et de moquerie, il a été montré qu'en effet, si les enfants, surtout en bas âge, ont été l'objet de stigmatisation et de moquerie, ils vont avoir plus de mal à se construire, c'est assez logique. L'adhésion à des stratégies de coping et l'adaptation personnelle qu'il va en faire de ces stratégies. Ça nous a beaucoup intéressé parce qu'a priori c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà. Et le soutien familial, ça je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est vraiment... Alors... Bon, rapidement sur cette diapo, c'est juste pour vous dire la démarche intellectuelle d'ANA. On a à chaque facteur, on a essayé de trouver des réponses. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir trouvé toutes les réponses. Et c'est vraiment là-dessus, il faut que tout le monde s'y mette. Et je pense que plus on aura d'outils, plus on aura d'idées, mieux ce sera. Alors... là, je vais vous présenter notre premier outil qui est abouti. Je vais m'appuyer dessus pour vous présenter les stratégies de coping. C'est ça, à mon avis, qui vous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose pour répondre justement à toutes ces situations délicates. Et pour ça, on a fait une BD qui nous a... Et donc cette BD, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille, Anna, qui est atteinte d'un névus congénital. Forcément, c'est ma communauté de départ. Donc on a commencé par travailler là-dessus avant de se rendre compte que c'était transversal. Et donc cette petite fille, au cours de ses aventures, elle va découvrir... Alors nous, on ne veut pas parler de stratégie d'adaptation sociale, parce que là, les enfants partent en courant. On parle de ces trucs et astuces. Alors elle va évoluer dans l'univers du cirque et elle va découvrir ces trucs et astuces et qu'elle va transmettre à ses petits camarades
camarades. Et pour cela, elle est aidée par 2 personnages qui sont Emma et Arthur. Là, je vous arrête. On a entendu dire que certains étaient gênés par le fait qu'ils appartenaient à l'imaginaire et que c'était dangereux. Je vous rassure tout de suite, Emma et Arthur sont pas du tout imaginaires pour Anna. Ils sont tout aussi vivants que ses parents, donc on n'est pas du tout dans l'imaginaire. Et il est tout à fait normal que des personnes, ils représentent là un peu les personnes autres que les parents. Alors bien sûr, c'est les parents qui sont en première ligne, mais il peut y avoir de temps en temps besoin que d'autres personnes adultes puissent venir soutenir les parents dans cette difficile question qui est de savoir comment je réagis au regard de l'autre. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que ce qui nous conforte dans l'idée qu'on n'a pas tout à fait tort, c'est que si c'était le cas, il faut absolument prévenir d'urgence l'éducation nationale qu'ils arrêtent d'utiliser le Petit Prince en 6e, parce que quand il parle à un renard ou à sa rose, c'est quand même un peu angoissant. Donc moi, j'ai aucun souci à l'utiliser. Ceci dit, si ça gêne, trouver un autre outil, il n'y a pas de souci. Bon là, on va passer vite, c'est pour vous dire que vraiment c'est un travail collaboratif et que ce que vous ne voyez pas non plus, c'est qu'il y a les familles avec qui on communiquait par un réseau social et dès qu'on avait une question, on les interrogeait. Alors maintenant, je vais reprendre. Alors, dans chaque histoire, en fait, Anna est Tous en piste est constitué de plusieurs histoires dans lesquelles on va apporter quelques concepts. La première histoire, c'est cette fameuse rentrée des classes qui est super dure, mais elle est dure pour tous les enfants, pas uniquement pour les enfants qui ont un physique un peu particulier. Et cette rentrée des classes, dans cette histoire, là, Anna va voir sa maman et lui dire « Écoute, là, j'ai vraiment pas envie d'y aller, ça va être compliqué. » Et sa maman lui dit « Bah écoute, oui, ça va être compliqué, mais tu t'es toujours fait des amis, donc aie confiance. Et puis, tu sais, finalement, ton handicap, est-ce que c'est pas un filtre à con ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire, filtre à con ? Filtre à con, c'est... écoute, finalement, ça te permet de faire le tri un peu plus vite que les autres, parce que tu identifies très vite qui tu es en face de toi. Petite anecdote qui m'a fait très très plaisir et qui m'a fait dire que même si pour juste cette petite fille ça a servi, ça valait le coup qu'on se lance là-dedans. J'ai eu une maman qui m'a pris contact avec moi au mois de septembre et qui m'a dit « Béa, ma fille a fait sa rentrée, elle a 8 ans, elle a 2 petites filles qui l'ont poursuivie dans la cour et qui lui ont dit « Mais c'est quoi cette tache sur le visage? Tu t'es pas lavé, t'es moche. » Et elle s'est retournée, elle leur a dit « Écoutez, vous savez quoi? C'est mon filtre à con. » Et là, les 2 petites filles sont restées comme 2 ronds de flanc. Elle est rentrée chez elle triomphale, elle a dit à ses parents « Voilà ce que j'ai fait ». Et là, sa maman m'a raconté, j'ai dit « Super ». En fait, de passive, au lieu de subir l'insulte, elle a réagi positivement, elle les a pas insultés. Elle leur a juste signalé que c'était un filtre à con. Maintenant, libre à elles de penser qu'elles font partie de cette catégorie, que c'est peut-être un peu embêtant, mais elle ne les a pas insultées. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret. Alors juste, j'ai pas le droit, mais en principe, il y a plein d'autres exemples concrets là-dedans, dans cette BD. Donc voilà. Dans la deuxième histoire, on va poser une de ces fameuses stratégies d'ajustement social qu'on a appelée En Piste. C'est un acronyme. En Piste, ça veut dire quoi? En Piste, alors il faut savoir qu'on n'a pas inventé, c'est pas elle vient d'une stratégie anglo-saxonne qui s'appelle STEPS, qui a été inventée par les grands brûlés de Phoenix et qui consiste à se dire quand je dois faire une situation délicate, je vais me préparer. Et en fait, ça c'est notre formule magique et je dois vous dire que je l'utilise tout le temps parce que là, depuis ce matin, j'arrête pas de me dire allez, en piste, il va falloir que tu y ailles. Et ça consiste en quoi? En piste, alors P, pensée positive. Je dois faire cette présentation, je vais la faire, et bien la faire, du moins j'espère. Après, intonation de la voix. J'espère avoir une voix ferme, enthousiaste, amicale aussi. S, souris aux autres. Super important. Quand tes enfants ont peur, ils sourient pas. Et est-ce que vous avez envie d'aller voir des gens qui font la tête? Non, pas vraiment. Donc ça, il faut faire prendre conscience aux enfants. T, tête haute, tonus, donne l'impression d'être sûr de toi même si t'es mort de trouille. E, échange visuel, c'est pas spontané chez les enfants. Il faut regarder les gens dans les yeux, c'est difficile quand on est en situation délicate, il faut leur apprendre. Voilà, donc ça c'est notre formule magique qui s'applique chaque fois qu'on va avoir une situation un peu délicate. Voilà. Deuxième stratégie, que je pense importante de vous évoquer. Alors là, elle est adaptée au névus, mais libre à vous de l'adapter en fonction de vos pathologies. Ça s'appelle
Expliquer, rassurer, distraire. Quand est-ce que je l'utilise? Cette stratégie, il faut faire comprendre aux enfants qu'il y a deux curiosités. Il y a une curiosité qui est naturelle et que malheureusement, on est obligé d'apprendre à guider parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on va être en contact avec des gens qu'on va être amené à revoir. Et il ne faut pas rater ce premier contact, c'est fondamental. Expliquer, rassurer, distraire va permettre à ces enfants peut-être de réussir ce premier contact. Ça consiste à expliquer de façon brève, claire et concise. C'est un névus géant congénital. Si vous adressez à un enfant de 5 ans, c'est évident que vous n'allez pas lui dire « c'est un névus géant congénital », vous allez lui dire « c'est ma tache de naissance » ou « c'est mon grain de beauté géant ». Quand vous adressez à des parents, un petit enfant de 5 ans, il maîtrise le terme de sa pathologie. Et le fait de dire « c'est un névus géant congénital », l'adulte en face, il se dit « waouh, le terme est quand même complexe, je pense qu'il ne l'a pas inventé, donc la suite du discours va être vraie ». Voilà. Rassurer. Alors surtout, n'ayez pas peur. C'est pas contagieux. Très important la contagion. C'est ça, justement, un des gros problèmes. C'est pas contagieux, ça me fait pas mal. Et puis tout de suite, on apprend à rebondir à la question suivante, c'est distraire. Apprendre à changer de conversation, à mettre la personne qui est curieuse au centre de la conversation, mais de façon extrêmement bénéfique. Donc ça, c'est important. C'est pas facile. Je pense que c'est la stratégie la plus compliquée à mettre en œuvre. Voilà. Donc là, elle est illustrée par une planche de la BD. Deuxième curiosité, c'est la curiosité intrusive. Comment est-ce que je fais quand on a des gens, des inconnus qui vont me poser des questions? Eh bien là, c'est important que l'enfant sache, et c'est pas forcément naturel, qu'il n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Il a une dignité, on ne peut pas lui faire faire tout ce qu'il veut. Alors là, on conseille de dire, c'est une tâche de naissance, ça me fait pas mal, c'est pas contagieux, merci de votre intérêt. Merci de votre intérêt, va dire, allez, c'est bon, j'ai répondu, maintenant on passe à autre chose. Alors, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Vous avez des gens qui insistent, et là, il a le droit de dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler, mais un autre jour peut-être. Et on lui apprend à se concentrer sur sa journée à venir et sur ce qu'il va faire dans la journée, pas se laisser envahir par des gens, finalement, qu'il ne sera pas amené à revoir. Mais ça, je crois que c'est important de leur apprendre à dire non et stop. Enfin, Buffalo Bill. Alors ça, je l'adore. C'est vraiment une planche à laquelle je tenais beaucoup. C'est de dire que, en fait, on a confronté Anna à un autre enfant atteint d'un autre handicap. Et là, on s'aperçoit qu'elle est comme tout le monde. Elle n'est pas meilleure que les autres et qu'elle aussi, elle est curieuse. Elle aussi, elle peut être blessante. Et je crois que c'est très important. J'ai un peu... En ce moment, je suis un peu embêtée parce que j'ai un peu le sentiment qu'on veut faire passer ces enfants pour des héros. En fait, c'est des enfants. Et il ne faut jamais l'oublier. Ne leur mettons pas un poids trop important sur les épaules. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas le choix. Il faut avancer. Donc on avance. Mais non, peut-être faisons attention à ne pas trop les faire... Je reviens à cette émission quand j'ai vu sur la petite Margelle écrit « héros » et qui montait pour aller se laver les dents, ce petit garçon, je me suis dit « waouh, ça va être lourd à porter, ça va être lourd pour la petite sœur qui arrive derrière et qui n'y a rien ». Donc je pense que de temps en temps, il faut peut-être aussi faire attention un peu à ça et surtout ne pas laisser le handicap envahir sa vie et celle de sa famille, c'est important. Mais encore une fois, je tiens à le dire, on n'a pas la prétention on vous donne nos pistes de réflexion, on comprend tout à fait que vous n'adhériez pas ou que vous nous disiez « oula ». Enfin, je vous rassure, on arrive bientôt à la fin. La conclusion, c'est que finalement, d'abord, les parents d'Anna, ils sont fondamentaux, c'est eux qui portent, n'oublions pas, soyons humbles. C'est les parents qui sont en première ligne, donc voilà. Dans cette histoire, ils sont tout à fait au courant que Anna est partie avec Emma et Arthur. Ils connaissent en piste, mais il y a un moment où parfois les parents, ils ont besoin de se faire aider par d'autres et ils ont le droit. Ils ont le droit de dire, là, je passe un peu la main. Voilà. Et enfin, on a la recette du bonheur, mais ça, je vous laisserai découvrir. Vous l'avez à la fin de la BD, je ne vais pas insister dessus. Enfin, là, c'est un nouveau travail on est en train de faire et je suis très très heureuse qu'on l'ait amené. Toutes ces stratégies, vous les avez dans la BD, mais ce n'est pas si simple que ça. Je pense qu'il va falloir des ateliers d'éducation thérapeutique. Et c'est ce qu'on est en train de réaliser. Alors, on n'est pas tout seul, Anna, en train de les faire. Et c'est justement toute la richesse, c'est qu'on a d'autres gens je vois Pascal qui est dans la salle. On travaille avec d'autres psychologues, d'autres gens, d'autres services qui ont d'autres de Lille, de Nantes, de Necker, de Dijon. Et c'est toute cette richesse qui fait qu'on va, à mon avis, aboutir à des ateliers super intéressants sur faire face au regard de l'autre, qui vont être en plus pas uniquement centrés sur
le névus, mais sur plein d'autres pathologies. Et bien sûr, ça répond à un cahier des charges strict, puisque c'est de l'éducation thérapeutique. C'est aussi toute la démarche d'Anna, c'est de dire on ne fait pas les choses trop vite. On les a découvertes, ces stratégies, depuis 4-5 ans. Il nous a fallu 2 ans pour accoucher de la BD, parce que ça se fait, il faut faire attention, on est sur un sujet vraiment sensible. Et quand on tire les choses, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Voilà. Bon, je vais passer vite parce que Pierre doit intervenir. Écoutez, merci de votre attention et puis en piste.